Merci beaucoup Denis Salas pour cette invitation. Merci à l'Association française pour l'histoire de la justice et à sa vice-présidente Claude Govard que je salue pour cette conférence de ce soir. J'espère que vous comprendrez mes propos. J'ai failli ne pas venir à cause d'une extinction de voix et d'une très vilaine grippe contractée au rendez-vous de l'histoire de Blois le week-end dernier. La cortisone m'aidera peut-être à franchir le cap. Il s'agit ce soir des grands procès politiques qui ont eu lieu sous l'histoire du Troisième Reich. Vous allez peut-être être déçus parce qu'il y en a peu et ils ont été ratés par rapport au nombre et à la qualité, si je puis dire, de ce que l'on peut rencontrer pour la Russie soviétique et notamment stalinienne. Il y en a deux, un en 1933, c'est le procès des incendiaires du Reichstag ou des incendiaires présumés du Reichstag. Et il y en a un autre en 1944, le procès des conjurés contre Hitler qui ont perpétré l'attentat du 20 juillet 1944. Deux procès politiques qui visent deux attentats contre le lieu du pouvoir de manière assez significative, le Reichstag en 1933 et le supposé ou le dit Führer en 1944. Deux procès politiques et procès spectacles, du moins étaient-ils censés l'être, qui, nous allons le voir, ont été passablement ratés. On peut s'étonner que ce soit le cas, qu'il n'y en ait pas eu plus également par rapport, encore une fois, à la Russie stalinienne. Cela tient peut-être à des problèmes conjoncturels, mais également à des problèmes de structure, des problèmes tenant à l'idéologie stalinienne d'un côté, nazie de l'autre. Nous y reviendrons en conclusion. Pour commencer, d'abord, il faut revenir sur cette culture politique nazie, en exposer quelques éléments en guise de prolégomène et revenir à 1933 et à cette prise de pouvoir à l'avant-veille de l'incendie du Reichstag. La prise du pouvoir, donc, je mets, vous ne le voyez pas, cette expression entre guillemets, puisqu'il s'agit d'une expression nazie, die Machtergreifung, la prise de pouvoir. Ce sont les nazis qui ont forgé cette expression pour exalter leur propre arrivée au pouvoir, en fait. Ils n'ont pas pris ce pouvoir, on le leur a donné assez généreusement, on pourrait y revenir. Cette prise de pouvoir, donc, est un projet politique et également une pratique juridique. Projet politique, projet culturel, on pourrait dire également, puisqu'il s'agit pour les nazis, en 1933, quand ils arrivent au pouvoir, de régénérer et d'armer ce qu'ils appellent le Volk, das Volk, c'est-à-dire le peuple défini au sens ethno-raciste du terme comme entité biologique. La doxa nazie, leur message, c'est un message décadentiste et dégénérantiste. On l'entend d'ailleurs sur les médias assez couramment de nos jours pour d'autres pays. C'est un discours fortement biologique qui estime qu'il y a un affaiblissement biologique du peuple allemand. C'est une entité organique, c'est un corps, non pas au sens métaphorique, mais au sens purement littéral du terme. C'est un corps qui est affaibli en raison de phénomènes qui sont dus à la modernité, l'urbanisation, le déracinement, le fait que, signe certain de la décadence, les femmes travaillent, la diffusion de la contraception, la diffusion horresco referens de l'homosexualité, etc. Tout cela entraîne une baisse de la natalité qui alarme les nazis depuis les années 20. C'est vrai, de fait, qu'il y a une baisse de la natalité en Allemagne depuis la fin de la Première Guerre mondiale, mais au fond, ce n'est qu'un phénomène de rattrapage démographique et statistique assez compréhensible après l'explosion démographique qu'a connue l'Allemagne entre 1871 et 1914. C'est un phénomène assez peu connu, mais avant la Première Guerre mondiale, l'Allemagne a littéralement explosé démographiquement avec des taux de croissance ahurissants de 67% de croissance démographique. Donc il y a une baisse effectivement après 18, mais tout cela n'est que très compréhensible. Donc il y a, selon eux, une perte de sens vital par cet affaiblissement démographique. Il y a également un complot mondial qui, selon les nazis, veut la mort de l'Allemagne, non seulement en tant que puissance politique, mais également en tant qu'entité biologique. Preuve en est, à leurs yeux, le fait que l'Allemagne ait été soumise à un blocus entre 1914 et 1918-19, blocus qui a de fait affamé les Allemands et plus généralement les puissances centrales et qui a conduit à un surcroît de décès de 600 000 morts civiles en plus des morts militaires. Cet affaiblissement biologique est donc préoccupant aux yeux des nazis. Ils ne sont d'ailleurs pas les seuls à le dire. On rencontre ce type de discours à droite, mais aussi parfois à gauche, sous la République de Weimar. Affaiblissement biologique qui est préoccupant parce que, à leurs yeux, aux yeux des nazis, ce sont des socio-darwinistes stricts
À leurs yeux, la vie est un combat et ils ont une conception parfaitement zoologique de l'histoire. Hein. L'histoire n'est que la lutte des races, n'est que la dialectique des peuples qui s'affrontent dans une gigantesque lutte darwinienne pour la survie, tout simplement. Et en stricte orthodoxie sociale darwinienne, donc, il faut se préparer, il faut s'armer pour ce combat et cette guerre permanente. Conception donc purement zoologique de l'histoire qui conduit les nazis, c'était la science du temps d'ailleurs, hein, les nazis de ce point de vue-là ne sont guère originaux, qui les conduit à vouloir renforcer la capacité de combat du peuple allemand en renforçant son entité et son identité biologique. Comment donc? Eh bien, par exemple, en encourageant la natalité, par des mesures touchant les femmes, les familles, allocation familiale, salaire de maternité, interdiction d'exercer des professions pour les femmes, en combattant plus fortement l'homosexualité, en renforçant les dispositions du paragraphe 175 du Code pénal, et en évitant également les mélanges des sangs, puisque les nazis étant d'un racisme strict et ombrageux, tout mélange, toute mixion des fluides et des sangs conduit à la dégradation de la qualité biologique des individus. On le voit donc, toutes ces mesures qui visent à renforcer la biologie concernent éminemment et au premier chef le droit. Le droit civil, on le voit pour les relations sexuelles, pour le mariage, le droit pénal, pour la répression des déviances biologiques et pour la criminalisation donc, des mixtions biologiques, le droit fiscal également, quand il s'agit d'encourager la natalité en menant une politique pro-familiale. Alors, le droit donc est un élément très sérieusement pris en compte par les nazis, ce qui peut sembler curieux puisque nous associons, nous, spontanément, de l'extérieur, le nazisme à l'anti-légalité, à l'anti-droit par excellence, et on ne voit pas très bien ce que nazisme et droit ont à voir l'un avec l'autre. Or, nazisme et droit sont assez fermement associés, et ce, depuis les années 20. D'abord, pour des raisons de structure, il y a des faits de structure qui associent l'un à l'autre. Le fait tout simplement qu'il existe en Allemagne une longue tradition juridique, l'État, le fonctionnaire prussien, la fonction publique, tous les fonctionnaires, et ô combien plus les hauts fonctionnaires, ont connu une formation juridique. Il n'y a pas de grandes écoles, il n'y a pas d'école en Allemagne, il y a des universités, et c'est le doctorat qui est le titre suprême pour accéder à des hautes fonctions, que ce soit dans le public ou dans le privé. Il y a un ethos de la fonction publique très kantien qui est prédominant en Allemagne et qui structure donc par ricochet le surmoi des responsables politiques. Certes, Hitler conspue à longueur de temps les juristes, puisque ce sont des crânes d'œufs, des premiers de la classe, qui sont allés à l'école alors que lui n'y est pas allé. Lui est un autodidacte, lui s'est fait tout seul, lui a conquis à la fois l'Allemagne et l'Europe de son seul fait. Eux ont appris à tenir fourchette, couteau et cuillère dans des dîners de corporations étudiantes. Mais il a beau les conspuer, comme il conspue d'ailleurs les officiers, le corps des officiers, ou celui des diplomates, de fait, il en emploie des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers, dans l'État, bien entendu, après 1933, mais auparavant dans le parti. Et ça, c'est le second fait de structure. Il y a un nombre considérable de juristes qui travaillent pour le parti nazi depuis les origines, depuis 1919, et ô combien plus depuis 1929, depuis le décollage électoral du parti nazi, le succès volant au secours de la victoire, une quantité invraisemblable de jeunes ambitieux, de jeunes opportunistes s'est rallié à la bonne fortune montante du parti nazi pour faire carrière tout simplement. Alors parmi les nazis juristes de la première heure, il y a tout le bataillon des avocats du parti nazi, les Hans Frank, les Roland Freisler, les Friedrich Grimm, etc., qui dans les années 20 ont fait le travail de défendre les membres de la SA qui comparaissaient devant les tribunaux pour avoir abusé des mâchoires communistes. Et ensuite, deuxième génération de jeunes juristes qui se rallient aux nazis à partir de 1929. Un exemple, Werner Best, dont la biographie par Ulrich Herbert est parue en France il y a 2 ans. Werner Best, typiquement, c'est un jeune technocrate, un jeune très brillant docteur en droit qui se retrouve en 1929 diplômé et face à la perspective du chômage, et il est raciste, antisémite, nationaliste, pas forcément nazi parce qu'il les trouve un peu vulgaires, mais que voulez-vous, il faut bien vivre, et donc il prend sa carte
au parti nazi et il va faire une très brillante carrière dans l'appareil qui fera de lui un des créateurs et un des chefs de la Gestapo. Alors, ces juristes font volontiers du droit une arme au service du NSDAP et de ses ambitions politiques. Le droit est une arme, selon eux, et les juristes nazis vont s'en servir d'abord en respectant les formes. En droit interne, par exemple, un nouveau type de détention est créé en mars 1933 qui s'appelle la Schutzhaft, la détention de protection. C'est une décision policière sans contrôle judiciaire, c'est bien plus pratique ainsi, qui vous est notifiée pour aller en camp de concentration, c'est le régime juridique du camp de concentration. Eh bien, cette détention-là, cette arrestation-détention, vous est notifiée sur papier mauve. Alors c'est un détail, mais ce n'en est pas un dans le contexte allemand de l'époque, puisque le papier mauve est celui des décisions judiciaires. Or là, c'est un simple tampon de police qui vous est remis sur papier, comme s'il s'agissait d'une décision de justice, c'est très important. Voilà pour le droit interne. Le droit international, on ne compte plus en droit international les mémorandats qui ont été rédigés par les juristes du parti et de l'État pour justifier l'attaque contre la Pologne, attaque défensive bien entendu, le 1er septembre 1939, puisque l'État polonais, tyrannique et odieux, assassinait des centaines d'Allemands, de Volksdeutsche, de germanophones, et que le Führer est bien entendu venu secourir, n'écoutant que sa générosité et son bon cœur. Même chose pour la France, en 1940, on justifie l'assaut contre la France. On justifie également la particulière dureté des combats par le fait que, figurez-vous, les Français sont irrespectueux du droit de la guerre et du droit des gens, alors que la Wehrmacht, c'est bien connu là encore, mène une guerre chevaleresque. Ce ne sont pas que des petits scribouillards qui se sont prêtés à ce genre d'exercice, ce sont de grands noms du droit. Je pense par exemple, à propos du mémoire sur la France de 1940, au grand professeur de droit public Freytag von Loringhoven, qui s'est prêté à ce genre d'exercice, tout simplement parce qu'il ne trouvait pas indigne de sa qualité de le rédiger. Alors, ce respect des formes a pu faire accuser les juristes nazis de positivisme. Formalisme, oui, positivisme, c'est plus douteux, parce que le positivisme, à la Kelsen, par exemple, est dénoncé par les juristes nazis comme étant un signe de la judaïsation du droit. Alors il faut ici s'expliquer une seconde. Le positivisme se veut une méthode universaliste dans ses postulats, et universaliste également dans sa fin, puisque tout raisonnement juridique doit être accessible à toute raison, et à l'universalité des raisons. Raisonner en termes universalistes, pour les nazis, est le signe que l'on est un cerveau malade, parce que l'universalité n'existe pas, l'humanité n'existe pas, et il n'existe que des cerveaux particuliers, enfermés dans leur biologie, enfermés dans leur race, et donc quiconque veut défendre une conception universaliste des droits de l'homme, par exemple, par une déclaration universelle, ou alors une méthode juridique universaliste, est soit un juif, soit la victime des juifs, bien entendu. Les nazis, eux, je vous l'indiquais, défendent une conception strictement particulariste du droit. La norme juridique, comme la norme morale d'ailleurs, comme l'impératif moral, la norme en général n'a de sens que référée à son domaine de validité, c'est-à-dire au groupe auquel elle s'applique. Ce groupe, c'est la nation, c'est le peuple, c'est, en termes nazis, la race. Pour une simple raison, c'est que, comme toute création culturelle, comme une œuvre d'art, comme un roman, la norme juridique ou morale est une sécrétion de l'esprit, est une production du sang, une production de la biologie, une excrétion de la biologie, et donc elle n'est valable que pour cette biologie-là. L'honnêteté, c'est bien connu là encore, est une qualité strictement, particulièrement germanique, produit du sang et de la race germanique, alors que, on le sait, cette honnêteté n'est pas vraiment mise en valeur chez ces escrocs et menteurs de juifs. Toute chose que l'on peut lire, je vous cite ici, que l'on peut lire dans la littérature scientifique du temps, en Allemagne, bien entendu, en Allemagne nazie, mais pas seulement, puisque cette conception biologique, idiosyncrasique de la culture et du droit était tout à fait répandue ailleurs, en Occident, tant le racisme
Et la science de la race était consacrée à l'époque comme une véritable science. La psychologie raciale, par exemple, fait florès à l'époque. Si vous êtes schizophrène, c'est que vous êtes mélangé racialement. C'est qu'il y a au moins 2 races qui se battent en vous. Ça paraît logique. Dès lors, ces juristes, avec ces postulats brossés un peu rapidement, ces juristes n'ont aucun scrupule à envisager le droit comme moyen en vue d'une fin, ou à envisager la norme juridique et la procédure juridique comme une arme. D'ailleurs, disent les nazis, les autres agissent ainsi. Regardez comme nous avons souffert sous la République de Weimar. Regardez à quel point nous avons été victimes de la vindicte policière et judiciaire, des rouges, les marxistes et les sociodémocrates, des noirs, c'est-à-dire les réactionnaires, c'est-à-dire la droite ou le Zentrum. Les nazis ne cessent de pleurer et d'agiter la sébille, la condoléance, alors qu'ils ont été au contraire passablement épargnés par le système juridique allemand de la République de Weimar, tout simplement parce que ce n'était pas un système juridique républicain, mais parce que le personnel était en place depuis l'Ancien Régime et qu'il n'avait tout simplement pas été remplacé. Pour les nazis, la cause est entendue. Je cite Hans Frank. Hans Frank, c'est un des nazis de la première heure, docteur en droit, avocat. Il fait partie de cette équipe des avocats du NSDAP, de ces bonnes âmes qui vont défendre les SA tout au long des années 20, et qui, à partir de 1933, devient le Führer des juristes du Reich, puisqu'il prend la tête de l'association des juristes du Troisième Reich. L'adhésion est obligatoire pour les avocats et pour les magistrats. Et à partir de l'automne 1939, il devient gouverneur général de Pologne, général-gouverneur, et entre-temps, il récolte un titre toujours très envié en Allemagne de professeur. Donc grand juriste, par ailleurs théoricien assez habile. Et voici ce qu'il répète à longueur de discours et de conférences, je cite, « Le droit, c'est ce qui sert le peuple. Autre variante, le droit, c'est ce qui profite au peuple, ou ce qui profite à la race. » Là au moins les choses sont claires. On a ici un particularisme parfaitement assumé, tant dans la genèse du droit, qui procède de la race, que dans sa fin, puisque c'est le bien de la race qui est visé. Alors, après ces prolégomènes, qui étaient, je pense, nécessaires pour poser le cadre intellectuel, normatif, on va dire, de cet incendie du Reichstag et de ces procès qui ont suivi, désormais un peu d'événementiel maintenant sur ce qui s'est passé. L'événementiel est important parce que on s'est beaucoup querellé entre historiens, on se querelle encore sur le caractère inexorable ou pas, nécessaire ou pas, de l'arrivée des nazis au pouvoir. Les nazis ont volontiers présenté leur arrivée au pouvoir comme strictement nécessaire, comme voulu par les lois de l'histoire et de la biologie, voulu par les profondeurs du peuple allemand. Or, lorsqu'on regarde d'un peu plus près la séquence des événements, disons de l'été 32 jusqu'à l'hiver 1933, on se rend compte que tout n'est que conjoncture, hasard, accident et bonne fortune pour le coup. Je vous le disais, les nazis n'ont pas pris le pouvoir, on leur a donné. Ils étaient eux-mêmes persuadés à l'automne 1932 que c'était fini, qu'ils s'étaient battus 13 ou 14 ans en vain, qu'ils n'y arriveraient jamais, et les uns et les autres, Hitler et Goebbels, évoquent même l'idée de suicide, et en tout cas parlent de leur sévère dépression. Il a fallu toute une série d'événements pour les amener au pouvoir. Ce n'est pas aujourd'hui l'objet de mon propos. Événement donc purement conjoncturel que leur arrivée au pouvoir, événement également conjoncturel que cet incendie du Reichstag dans la nuit du 27 au 28 février 1933. Là aussi, on s'est affronté, on s'affronte encore sur les responsabilités, puisque les uns voient dans cet incendie du Reichstag un plan nazi millimétré, parfaitement organisé, qui aurait donné aux nazis, et c'est tout à fait vraisemblable, l'occasion d'en finir une bonne fois pour toutes avec l'état de droit weimarien. D'autres y voient, là encore, un simple fait de conjoncture. On ne sait toujours pas aujourd'hui qui et comment a incendié le Reichstag. Il y a des hypothèses qui se chamaillent, on ne le sait toujours pas avec certitude, et hélas,
je ne vous donnerai pas la réponse ce soir. Ce qui est certain, en tout cas, c'est que le Reichstag brûle, symbole de la démocratie, sous Weimar, construit sous l'Empire, mais devenu véritable symbole de la République sous Weimar. Il brûle vers 21h, dans cette nuit du 27 au 28 février 1933. Ce qui est certain, c'est que les nazis, c'est-à-dire qui sont au pouvoir depuis presque un mois désormais, les nazis réagissent très vite. Et c'est cela qui a conduit tout le monde à imaginer que c'était eux qui avaient mis en scène ce crime. Ils réagissent très vite parce que, tout simplement, le lendemain matin, dès le lendemain matin, une ordonnance pour la protection du peuple et de l'État, une ordonnance de plusieurs pages, de plusieurs longs articles, est prête pour être présentée à la signature du président Hindenburg. Alors, peu curieux que le texte soit ainsi rapidement dégainé. Le président Hindenburg la signe sur le fondement de l'article 48 de la Constitution de Weimar, qui est toujours en activité. Elle ne sera d'ailleurs jamais, supprimée par les nazis. Cet article 48 qui donne au président du Reich tout pouvoir face à une situation exceptionnelle. Cette ordonnance était prête tout simplement parce que elle était prête avant même l'arrivée des nazis au pouvoir. C'était une ordonnance qui avait été élaborée par le cabinet Schleicher, qui avait précédé le cabinet Hitler. Et cette ordonnance fait partie d'un corpus qu'on appelle les ordonnances du tiroir, Schubladenverordnungen, les ordonnances qui sont prêtes dans le tiroir et qu'on n'a eu qu'à sortir, parce que d'autres gouvernements les avaient pensées avant les nazis, qui en ont fait un usage purement opportuniste. Cette ordonnance, que décide-t-elle en l'espèce? La suspension des droits fondamentaux proclamés et garantis par la Constitution de Weimar d'août 1919, suspendue bis auf weiteres, c'est-à-dire jusqu'à nouvel ordre, dit l'ordonnance. Le nouvel ordre n'arrivera jamais avant 1945, en tout cas. Suspension des droits fondamentaux, restriction considérable du contrôle judiciaire sur les actes de police, et enfin, pouvoir accru attribué à l'exécutif du Reich, mais aussi de la Prusse, en matière d'ordre public. C'est très important puisque le Reich, évidemment, a des pouvoirs de police et des pouvoirs militaires, mais la Prusse est le plus grand Land du Reich, et le ministre de l'Intérieur de Prusse n'est autre que Hermann Göring, depuis janvier 1933. En pratique, les conséquences de cette ordonnance sont immédiates. Les opérations de police contre les responsables de la gauche se multiplient avec une vague d'arrestations et, je vous le disais, une nouvelle procédure policière d'arrestation et de détention est créée sans contrôle judiciaire. Cette fameuse Schutzhaft, cette détention de protection, sans doute baptisée ainsi par antiphrase, qui, je vous le disais, est le régime juridique des camps de concentration, le premier ouvrant à Dachau le 21 mars 1933. Les principes généraux du droit sont tellement ignorés qu'on prend en mars 1933 un décret-loi, puisqu'il y a eu quelques jours auparavant une loi d'habilitation donnant au gouvernement d'Hitler le pouvoir de prendre des décrets-lois. Un décret-loi dit Lex van der Lubbe, du nom de Marinus van der Lubbe, l'homme qui a été arrêté à Gare dans les couloirs du Reichstag la nuit même de l'incendie et qui a reconnu être lui-même l'incendiaire. Lex van der Lubbe, donc, qui prévoit que la peine de mort est applicable aux incendies perpétrés entre le 31 janvier 1933 et le 28 février 1933. C'est commode, là encore. Ça s'appelle une loi rétroactive. Ça bafoue, évidemment, un des principes fondamentaux du droit. Mais c'est parfaitement cohérent avec le discours pénal et juridique des nazis, qui ne cessait de conspuer cette conception libérale du droit, qui, notamment, permettait l'acquittement ou tout simplement des non-lieux sur le fondement de la non-rétroactivité. Je cite Hans Frank à nouveau, mais ça pourrait être un autre. La politique juridique du Reich national-socialiste va être dictée non plus par la maxime « pas de peine sans loi, nulla pena sine lege », mais par une autre maxime « pas de crime sans peine ». Voilà un des nouveaux fondements du droit nazi, donc, qui légitime pleinement, on le voit, la rétroactivité nullum crimen sine poena.
Voilà le droit, ce qu'est le droit comme arme, donc au service de la communauté du peuple, le droit donc comme norme judiciaire, bien sûr, mais également comme théâtre judiciaire. Que le tribunal, que la cour soit une scène, les nazis en sont conscients, et ils en ont d'ailleurs l'expérience. Des centaines de procès ont été intentés contre des activistes nazis pendant les années 20, en tout cas jusqu'en 1933, et ils savent tout le profit qu'ils peuvent tirer de cette scène-là. L'incendie du Reichstag leur offre l'occasion rêvée de mettre en scène leur conception du droit et leur domination de l'Allemagne. C'est le procès de Leipzig. Le procès des incendiaires du Reichstag se tient à Leipzig de fin septembre jusqu'à fin décembre 1933, après une instruction qui aura été rondement menée en 5-6 mois. Leipzig, tout simplement puisque c'est le siège du Reichsgericht, c'est-à-dire le tribunal suprême du Reich depuis 1871 et qui est également la Cour de cassation. Les nazis, donc je vous le disais, ont une expérience du procès et savent que l'on peut transformer le procès en tribune politique, pour peu qu'on ne soit pas contredit. Alors quand on a soi-même tous les instruments en main, quand on peut désigner les juges, le procureur, quand on peut désigner en amont le juge d'instruction, tout cela est plus facile. Ils avaient l'expérience du prétoire comme tribune. Hitler en 1923, bien entendu, enfin 1924 en l'occurrence, après son putsch raté de 1923, Hitler qui transforme un procès en réquisitoire contre la faiblesse de l'Allemagne, contre Versailles, pour le relèvement national. Autre procès auquel Hitler paraît, cette fois-ci comme témoin en 1930, un procès intenté à des officiers de la Reichswehr accusés de complot contre la sûreté de l'État. Hitler y apparaît comme témoin et, là encore, transforme le prétoire en tribune. Alors c'est cette théâtralité-là, le fait que l'on ait la parole, tout cela convient très bien aux classiques du NSDAP, qui sont eux-mêmes très attentifs à ritualiser leurs apparitions publiques. Et on en voit des exemples à Nuremberg et à Munich plusieurs fois dans l'année, puisque l'année nazie est scandée par ces rendez-vous politiques. Tout s'annonçait bien pour ce procès de Leipzig, et tout s'annonçait tellement bien que Joseph Goebbels s'est mis très rapidement au travail. 82 correspondants de la presse étrangère ont été accrédités, et dans la salle des audiences de Leipzig, des micros ont été disposés partout pour permettre la retransmission en direct à la radio de la totalité des audiences du procès. C'est une opération médiatique bien préparée par Goebbels, qui en a l'habitude, et qui veut, par ce procès, montrer que les nazis défendent l'Allemagne contre la subversion communiste. On a pu prouver que le pauvre Marinus van der Lubbe, un petit peu faible d'esprit, avait des liens avec des communistes. Et on a arrêté, en plus de lui, incendiaire désigné, 4 autres responsables communistes, dont un grand responsable du KPD, le Parti communiste allemand, qui s'appelle Törgler, et un grand responsable du Comintern, le bulgare Georgi Dimitrov, qui comparait donc également à Leipzig. Le but donc de ce procès est de montrer médiatiquement que l'Allemagne se défend contre l'odieuse agression et subversion communiste. C'est très habile de la part des nazis, puisqu'ils sont en quête, en 1933, de respectabilité internationale. Ils viennent de signer un concordat avec le Vatican, ils protestent de leur bonne volonté pacifiste, et en tapant sur le communisme international, en agitant le spectre bolchevique, ils peuvent ainsi se rallier les opinions publiques étrangères. C'est d'ailleurs sur le consensus anti-bolchevique que la fréquentabilité nazie va se construire. Donc tout est fait pour aller dans cette direction, et on est d'autant plus attentif à la préparation médiatique du procès qu'un autre procès s'est déjà tenu auparavant. Un autre procès qui a eu un grand retentissement médiatique, le contre-procès de Londres, qui s'est tenu pendant l'été 1933 et qui a rendu son verdict
la veille même de l'ouverture du procès de Leipzig, le 20 septembre 1933, une opération médiatique très bien pensée par le Comintern, en amont de tout cela. Willy Münzenberg, qui a organisé à Londres, avec des juristes indépendants ou sympathisants, français, britanniques, allemands, européens de manière générale, qui a organisé un contre-procès, une longue contre-instruction, qui a donné lieu à la publication d'un livre brun, Das Braunbuch, qui permet de conclure, c'est le verdict du contre-procès de Londres, qui n'est pas un procès bien sûr, permet de conclure la culpabilité des nazis. C'est un complot nazi contre la République et contre les communistes. Participe à ce procès d'ailleurs Vincent de Moreau-Gaffieri, juriste français, grand avocat français, député de la Corse et député radical socialiste, qui a des sympathies à la LICA et qui a été un des acteurs de ce contre-procès de Londres. Ce contre-procès a eu un tel retentissement médiatique, on en a tellement parlé, on a tellement parlé de son verdict, la culpabilité nazie, c'est sa conclusion, qu'on parlera de 5 accusés et d'un accusateur au procès de Leipzig. Les 5 accusés, donc 4 communistes et Van der Lubbe, et un accusé-accusateur, le livre brun, qui plane comme un spectre sur toutes les audiences du procès, à tel point que le procureur, le président, n'auront de cesse de s'y référer pour s'en distancier et pour montrer que ce livre brun aboutissait à des conclusions fausses. Mais cela a troublé considérablement les esprits, à tel point que la machine judiciaire nazie va en être totalement déréglée. Et à ce point, d'ailleurs, il est peut-être injuste de parler de machine judiciaire nazie pour parler de ce procès de Leipzig et de ce Reichsgericht de Leipzig. Est-ce qu'il s'agit véritablement d'une machine nazie ? Les magistrats allemands à l'époque, comme en France d'ailleurs, comme un peu partout, pour des raisons sociologiques évidentes, ne sont pas ni de grands révolutionnaires, ni des progressistes échevelés. La magistrature allemande est puissamment conservatrice, parfois ouvertement réactionnaire. Sa sociologie donc le dicte, bien entendu. Sa socialisation aussi. Pour être juge, il faut avoir fait des études. Bon, il faut avoir passé son Abitur, c'est-à-dire 1% d'une classe d'âge, qui accède au gymnasium sur critères uniquement sociaux, à la fois de capital culturel et également de capital financier, puisque les études secondaires et supérieures coûtent cher. Donc il y a une certaine logique, un positionnement à droite, on va dire. Et de fait, la jurisprudence des tribunaux sous la République de Weimar est très favorable à la droite et à l'extrême droite. Un communiste a 15 fois plus de chances d'être condamné à une peine très lourde, voire la peine de mort, quand il a molesté un nazi, que l'inverse. Ça, les statistiques le montrent de manière très claire, tout simplement parce que les magistrats en place sous Weimar sont des magistrats d'Ancien Régime. C'est un des compromis de la Révolution de 1918. On a laissé en place les anciennes élites, les professeurs, les diplomates, les officiers, les magistrats, les hauts fonctionnaires sont tous restés en place et charrient avec eux cette force d'inertie sociologique, idéologique ou culturelle héritée de leur propre socialisation. Alors, pour autant, ces magistrats ne sont pas nazis. Pas tous, il y en a. Il y en a qui sont ouvertement et depuis longtemps nazis, bon, mais la majorité ne l'est pas. Les jeunes juristes, oui, pour des raisons de carrière assez évidentes. Les anciens magistrats, moins, parce qu'ils partagent bien des choses avec les nazis, patriotisme, voire chauvinisme, nationalisme, racisme, antisémitisme, toutes sortes de choses plaisantes de cet ordre-là, mais ils considèrent tout de même que les nazis, à leurs yeux, sont un peu trop plébéiens, un peu trop vulgaires. Plébéiens dans leur sociologie et vulgaires dans leur mode d'expression. Et c'est d'autant plus vrai à Leipzig en 1933. Leipzig, c'est la Cour de cassation. C'est le tribunal suprême de l'État. C'est
l'honneur et la fierté du corps des magistrats allemands. Alors justement, les magistrats, qui sont-ils? Le procureur, le docteur Werner, a fini par prendre sa carte au parti nazi pour des raisons de carrière, mais à la base n'est pas vraiment nazi. Et d'ailleurs, il a modifié son réquisitoire au cours du procès, dans un sens plus favorable aux accusés. Le président, c'est le docteur Wilhelm Bunger, qui est un haut magistrat, qui a été ministre de la Justice du Land de Saxe dans les années 20, pour le compte du DVP, le parti du peuple allemand, qui est un parti de la droite nationaliste conservatrice, qui voit avec sympathie le mouvement nazi, mais qui n'est pas nazi lui-même pour autant. Les deux, l'un et l'autre, le procureur et le président, respectent les règles du droit et les règles de la procédure. Le procès va donc mal tourner, paradoxalement, parce que la justice fonctionne bien et parce qu'elle est incarnée par des magistrats, procureurs et présidents qui en respectent les normes. Très vite, les retransmissions radiophoniques organisées par Goebbels, véritable prouesse technique, vont être arrêtées parce que le procès tourne au fiasco. Parmi les accusés, Dimitrov, qui est pourtant bulgare, mais qui parle l'allemand. Pendant donc sa détention provisoire, il a mis à profit son temps de prison pour lire le code pénal, lire le code de procédure pénale, se familiariser avec la procédure allemande, dont il connaît les moindres secrets, et il apparaît devant le tribunal comme son propre avocat. Il va, lui, l'accusé, maîtriser les débats. Respectant la procédure, la Cour appelle comme témoin à la demande des avocats et donc de Dimitrov. Une situation incroyable. Un communiste bulgare, membre du Comintern, qui arrive à prendre le dessus sur les audiences, tout simplement parce qu'il suit les normes du droit. Eh bien, à sa demande et à la demande des avocats, la Cour appelle à la barre des témoins, et pas des moindres. Hermann Göring, en sa qualité de ministre-président de Prusse. Joseph Goebbels, en sa qualité de Gauleiter de Berlin. C'est incroyable ce qui se passe dans ce procès. Alors, a priori, on se dit qu'une brute comme Göring ou un fin dialecticien comme Goebbels vont écraser les débats, mais pas du tout. C'est le contraire qui se passe. Les échanges sont calamiteux pour ces hiérarques nazis qui arrivent à la barre et qui sont dominés par la fine dialectique d'un Dimitrov. C'est d'autant plus curieux pour Göring, qui est cité début novembre 1933 à la barre et qui arrive en matamor. Vous voyez le physique de Hermann Göring. Il arrive en uniforme du parti et il se campe à la barre, les deux pieds écartés et les poings sur la taille. Une attitude de voyou, de matamor, de rodomont, qui veut signifier, par son attitude physique même, qu'il méprise ces procédures judiciaires, que lui arrive en boxeur et en combattant. Eh bien, l'échange qui a lieu entre Göring et Dimitrov est stupéfiant. Les questions de Dimitrov arrivent à tellement mettre mal à l'aise Göring qu'à un moment, je vous cite un échange assez court, Göring dit « Je ne suis pas venu ici pour me laisser accuser par vous. » C'est quand même fou. Réponse de Dimitrov. « Mais enfin, quand même, vous êtes témoin. » Göring. « Vous êtes à mes yeux un bandit qui aurait dû être pendu depuis longtemps. » Dimitrov. « Merci bien. Voilà qui me satisfait pleinement. Avez-vous peur des questions que je vous pose, monsieur le ministre-président » Réponse de Göring. « C'est vous qui allez avoir peur quand je vais vous attraper, quand vous sortirez de ce tribunal, espèce de bandit. » Ministre-président de Prusse. Ministre également de l'air dans le cabinet Hitler recomposé, le quasi numéro 2 du régime. Voilà ce que c'est que cet échange. Alors on voit que Göring perd sa contenance et ses moyens, tout simplement parce qu'il se retrouve pour la première fois depuis 1933, voire depuis plus longtemps, dans un espace, dans un lieu, le prétoire, dont la loi est l'échange contradictoire. Göring n'a depuis fort longtemps jamais été contredit, jamais.
Il a pu monologuer, il a pu pérorer, il a pu imposer avec la violence rhétorique qu'il caractérise ses idées, ses arguments, sans jamais être contredit, alors que là, dans l'enceinte du prétoire, il est démuni. Cet espace du prétoire est un piège et il le dit « Je vais vous attraper quand vous sortirez de ce tribunal ». Incroyable, cette phrase. Ce que dit Göring ici, c'est pour l'instant cet espace, ce lieu vous protège, mais une fois que vous aurez été acquitté, parce que Göring a déjà jeté l'éponge, une fois que vous serez acquitté, je vous attrape à la sortie. C'est une parole de voyou, ça. Parole de mafieux, parole de petite frappe. Attends, je t'attrape à la sortie. C'est exactement ce qu'il dit ici à Dimitrov. En disant cela, il dit aussi autre chose. Il révèle sans complexe, sans scrupule, une pratique policière courante depuis février 1933. Si les tribunaux se sont montrés trop cléments envers un prévenu, eh bien, la police est là, à la sortie, parfois de la salle d'audience, ou à la sortie du palais de justice, pour récupérer le prévenu, lui présenter le papier mauve de la Schutzhaft et l'incarcérer à Dachau, Sachsenhausen, Buchenwald, etc. Quelques jours plus tard, Goebbels, 4 jours plus tard, comparé comme témoin, lui, beaucoup plus intelligent que Göring, et puis désormais averti par l'expérience, s'en sort beaucoup mieux face à Dimitrov. Il lui dit à un moment « Je vous répondrai avec ce mot de Schopenhauer », c'est évidemment le docteur en littérature qui parle. « Je vous répondrai avec ce mot de Schopenhauer, chaque homme mérite qu'on le regarde en face, mais il ne mérite pas forcément que l'on parle avec lui. » C'est par une pirouette rhétorique et une citation bienvenue que Joseph Goebbels s'en sort, mais de fait, face à Dimitrov, il n'a pas pu dérouler la mécanique intellectuelle et les tirades implacables dont il est coutumier. Il a été pris au piège du contradictoire. Le verdict est à l'avenant de ce qui s'est passé pendant les débats. L'avocat général, je vous le disais, a modifié son réquisitoire. À l'été 1933, c'était la peine de mort pour les 5 prévenus. In fine, il ne réclame la peine de mort que pour 2 prévenus, le haut responsable du KPD, l'allemand Torgler, et Marinus van der Lubbe. Dimitrov n'est même pas couché sur son réquisitoire. Et de fait, le verdict du tribunal est encore plus faible que le réquisitoire parce que van der Lubbe est condamné à mort. Il sera exécuté en janvier 1934. Les autres sont acquittés. Les conséquences de ce procès raté, de ce fiasco judiciaire absolu pour le pouvoir nazi, c'est que le Reichsgericht de Leipzig, c'est fini. Enfin, il subsiste à titre d'institution et il va continuer à connaître d'affaires, mais pour les véritables affaires sensibles, on crée une institution ad hoc, qui est le Volksgerichtshof, le tribunal du peuple, en 1934, dont Roland Freisler prendra la présidence en 1942. Par ailleurs, tout un réseau de tribunaux spéciaux ont été créés dès 1933. Autre enseignement, autre leçon tirée, il n'y aura plus de procès spectacle. Il n'y aura plus de procès politique. Pourtant, les occasions ne manquaient pas. Herschel Greenspan, qui a abattu à Paris, le 8 novembre 1938, le conseiller d'ambassade Ernst vom Rath, ce qui est le prétexte de la dite Nuit de cristal en Allemagne. Herschel Greenspan, arrêté en France, devait être jugé en France. Il avait d'ailleurs pour avocat Mauro Gaffieri, là encore. Mais quand les Allemands occupent la France à partir de 1940, Greenspan tombe dans l'escarcelle des nazis et il y a matière à faire un très beau procès qui n'aura jamais lieu. Greenspan sera abattu en prison à la fin de la guerre. Autre procès possible, celui de Georg Elser, ce menuisier qui, à Munich, en 1939, fait exploser une bombe sous la tribune où parle Hitler. Hitler en réchappe à quelques minutes. Elser, lui aussi, sera abattu dans sa prison. Il ne sera jamais jugé. Par contre, l'occasion semble venue, dans un contexte de remobilisation nécessaire du peuple allemand, en 1944, à l'été 1944, quand, acte de trahison suprême, acte d'atteinte extrême à la sûreté de l'État,
un attentat est perpétré contre Adolf Hitler. C'est le fameux attentat du 20 juillet 1944 que le cinéma a consacré à de multiples reprises, avec la bombe déposée sous la table des cartes dans la salle du briefing militaire par le colonel von Stauffenberg. Cette conspiration, cette conjuration d'aristocrates, de militaires, de hauts fonctionnaires, de gens qui n'étaient pas de grands démocrates, mais qui estimaient, après avoir fait une carrière quand même confortable et bénéfique sous le nazisme, qu'il fallait désormais écarter Hitler, qui menait l'Allemagne à une perte certaine. Eh bien, c'est dans ce contexte-là qu'on va décider d'un nouveau procès dont la forme aurait été modifiée par les leçons tirées du fiasco de 1933. Le contexte en 1944 est bien différent et bien plus confortable pour les nazis d'un point de vue judiciaire. Ils ont réussi à imposer leur conception du droit, de la norme comme de la pratique, à tous les étages du monde juridique et judiciaire. Dans les cours comme dans les facultés, le droit, c'est ce qui sert le peuple allemand, et bien plus encore dans un contexte de guerre depuis 1939. La magistrature elle-même a changé, elle a durci sa jurisprudence sous le double effet de la guerre, puisqu'on serre les rangs, c'est normal, on va condamner plus sévèrement les ennemis de l'État et du peuple, et par ailleurs, sous l'influence de la multiplication des procédures et des instances d'exception. Dès 1933, dès le printemps 1933, on a créé, dans chaque ressort de cour d'appel, des tribunaux d'exception. Sondergerichte, qui sont des formations réduites, de première et dernière instance, pas d'appel, composés des magistrats bien choisis, bien sélectionnés du ressort. Et on remarque que les domaines de compétence de ces tribunaux d'exception s'étendent de plus en plus à partir de 1933, surtout à partir de 1939, avec la série des ordonnances de guerre qui versent de plus en plus de contentieux ou de crimes ou de délits dans la compétence, sous la juridiction de ces tribunaux d'exception. Par exemple, si par malheur vous volez son sac à une vieille dame pendant l'extinction des feux lors d'une attaque aérienne, que vous profitez donc de la situation de guerre pour commettre un larcin, eh bien, vous atterrissez non pas devant un tribunal normal, mais devant une juridiction d'exception, avec la peine de mort au bout, et pas d'appel possible. Ces tribunaux d'exception sont qualifiés par Roland Freisler, docteur en droit, avocat du parti nazi dans les années 20, puis secrétaire d'État au ministère de la Justice à partir de 1933, puis président du tribunal du peuple à partir de 1942. Roland Freisler donc qualifie ces tribunaux d'exception, je cite, de division blindée du droit, Panzertruppen der Rechtsprechung, division blindée du droit. Et je le cite dans une conférence tenue lors d'un colloque en août 40, je cite, « Les tribunaux d'exception sont en quelque sorte les divisions blindées du droit. Ils doivent être aussi rapides que des chars d'assaut et ils ont une puissance de feu comparable. Ils doivent avoir la même capacité à traquer l'ennemi, à le débusquer, à l'arraisonner, et ils doivent avoir la même faculté de le détruire, de l'annihiler. » Freisler poursuit la métaphore en parlant également de cour martiale du front intérieur, Standgerichte der inneren Front, cour martiale du front intérieur, dont le but, il le dit, est tout simplement de détruire l'ennemi. Détruire l'ennemi dans un contexte de guerre qui, à l'été 1944, vous le savez, ne tourne pas précisément à l'avantage du Troisième Reich. À l'ouest, le débarquement du 6 juin 1944. À l'est, l'effondrement total du groupe d'armées centre qui ouvre la voie de la Prusse orientale, puis de la Pologne et de l'Allemagne à l'armée rouge. La conception nazie du droit dans ces temps de durcissement, de radicalisation extrême du régime et de ses pratiques, la conception nazie du droit dans ce contexte évolue vers les dernières conséquences de ce qui la travaille depuis les années 1920. Depuis les années 20, les juristes nazis
ne cesse de dire que le droit procède de la biologie et le droit est une arme dans une guerre biologique et raciale. Bellicisation, biologisation du droit trouvent ici, dans le contexte de l'été 44, leur acmé, notamment visant les conjurés du 20 juillet 1944. On arrête les conjurés, on démonte les réseaux et on arrête les complices, mais fait nouveau, on arrête également les membres des familles des conjurés. C'est toute la famille Stauffenberg, par exemple, qui part en détention. La justification est donnée par le ministre de l'Intérieur du Reich, Heinrich Himmler, par ailleurs chef de la police et de la SS. Je le cite, c'est un discours du 3 août 1944. Je vais créer, en tant que ministre de l'Intérieur et chef de la police, je vais créer une responsabilité familiale absolue. Vous n'avez qu'à lire les sagas germaniques. Quand on exerçait une vengeance familiale, on était conséquent et sans mesure. On disait « cet homme a trahi, son sang est pourri, c'est du sang de traître, il faut l'éradiquer ». Et c'est ainsi que la vengeance exterminait toute la famille, jusqu'au dernier de ses membres. Eh bien, la famille Stauffenberg sera anéantie jusqu'au dernier de ses membres. Pour détruire l'ennemi intérieur jusqu'au dernier, donc, on va mettre en œuvre un travail policier classique et très efficace, mais également, on va mettre à contribution le système judiciaire sous l'espèce du tribunal du peuple, présidé par Freisler, ce tribunal du peuple qui, médiatiquement, s'est beaucoup illustré en 1943 dans le procès contre le réseau de la Rose Blanche et des frères Scholl, frères et sœurs Scholl. Tout est prévu à l'été et à l'automne 1944 pour faire un beau procès, véritablement efficace, et pour ne surtout pas réitérer les erreurs de 1933 à Leipzig. On est d'autant plus soucieux de mettre en scène parfaitement ce théâtre judiciaire que cette fois-ci, on ne va pas se contenter de retransmettre à la radio les audiences. On va filmer. La salle des audiences dans un tribunal de Berlin est aménagée de telle sorte à ce qu'on puisse y placer 5 ou 6 caméras. On fait des travaux de menuiserie assez importants pour aménager la salle et pour que les caméramens soient placés de manière optimale pour les meilleures prises de vue. Derrière le président, en fond de salle, sur les côtés. Pour éviter que pendant les audiences, filmées donc, et ces films devaient être montrés ensuite dans les actualités cinématographiques, pour éviter que lors de ces audiences filmées ne s'illustre un nouveau Dimitrov, par exemple, les prévenus sont brisés. Mais brisés à dessein, psychologiquement et physiquement, par leur détention, par la maltraitance physique, parfois par la torture, par la maltraitance psychique également, puisqu'on menace leur famille, on leur dit toutes les horreurs qui attendent leurs conjoints, leurs enfants, frères et sœurs, etc. Ils sont également dégradés dans leur apparence. Ce qui n'était pas le cas à Leipzig. À Leipzig, en tant que prévenu, on comparaissait en costume de ville. Là, ce n'est plus le cas. Imaginez ces grands bourgeois, ces hauts fonctionnaires, ces officiers supérieurs de l'armée allemande qui comparaissent devant le tribunal du peuple avec des gilets trop grands en mauvaise laine, dans des pantalons trop larges, sans ceinture, sans bretelles. Imaginez un maréchal du Reich qui doit tenir son pantalon à la barre parce qu'il n'a plus de ceinture, il n'a plus de bretelles. On les humilie, on les dégrade pour qu'ils soient, alors qu'ils étaient habitués aux uniformes cintrés, aux costumes parfaitement taillés, là, c'est terminé, tout cela. Les images du procès, d'ailleurs, le montrent très bien, ce malaise physique des prévenus qui ne sont véritablement pas du tout dans leur élément. Ce qui n'empêche pas, d'ailleurs, des actes de dignité et de courage spectaculaires de la part de certains prévenus qui tiennent tête à Freisler. Freisler hurle, Freisler est violent, Freisler insulte. Il essaie de se caler sur Widzinski, mais il est beaucoup plus violent, beaucoup plus brutal que Widzinski. Et malgré tout, certains prévenus lui tiennent tête en lui disant « c'est ton heure de gloire, mais elle est bientôt finie. Dans quelques mois, tu n'existeras plus. » Et c'est effectivement ce qui s'est produit. Tout est donc parfaitement organisé. Freisler semble être l'homme de la situation, un nazi de la première heure, un bon juriste, quelqu'un qui connaît, qui sait tenir une cour. Il l'a montré, puisqu'on l'a dépêché exprès à Munich pour juger la Rose Blanche.
Sauf que ces dizaines d'heures d'images, ces dizaines d'heures de prise de vue ne seront jamais montrées, jamais. On en a montré quelques minutes à l'ouverture du procès aux actualités cinématographiques, mais on devait en faire un compte-rendu régulier au cinéma. Ça n'a pas été le cas. On devait en faire un grand film pour montrer l'ignominie de ses ennemis, de ses traîtres à la patrie. Et ça n'a pas été le cas non plus. Les bobines, une bobine, a miraculeusement survécu aux destructions, puisqu'elles ont été détruites par les nazis eux-mêmes. Une bobine a survécu, et on voit sur le carton d'archives « Geheime Reichssache », secret absolu. C'est le plus haut degré de classification du secret dans l'Allemagne du Troisième Reich, à ne montrer sous aucun prétexte à personne. Pourquoi ? Tout simplement parce que c'était immontrable. On ne pouvait pas montrer un tel contraste entre la forme du prétoire, la forme du tribunal et ce qui s'y est déroulé. Les hurlements de Freisler, les insultes, l'indignité, l'ignominie d'un président qui brise les prévenus et la grande dignité de ces maréchaux du Reich ou de ces hauts fonctionnaires qui tiennent leurs pantalons, qui répondent et qui parfois tiennent tête. À la limite, on aurait pu couper certaines séquences gênantes. Freisler est pris en défaut par un prévenu, mais c'est tout le film qui est immontrable. Le nazisme en acte n'était pas montrable dans l'enceinte du prétoire. Sur un champ de bataille peut-être, dans un combat de rue certainement, mais pas dans un espace qui dicte une norme et qui dicte un ethos. Ça, ce n'était pas possible. Les nazis ont donc, en 1933, et ce sera ma conclusion, comme en 1944, échoué dans le prétoire. Pour des raisons d'ailleurs différentes. En 1933, ils ont échoué parce que la justice fonctionne trop bien. La justice n'est pas assez nazifiée. Les magistrats jouent le jeu de la procédure et du rituel juridique. En 1944, ils échouent pour la raison inverse. Parce que la justice est beaucoup trop nazifiée, enfin la justice. Ce qu'il en reste dans la bouche et sous le costume d'un Roland Freisler. Elle est beaucoup trop nazifiée et de fait, elle devient une parfaite antiphrase, un parfait oxymore. Celle de la justice nazie. De telle sorte que, je vous le disais, les images sont tout bonnement immontrables. Et je reviens à cette petite comparaison que j'avais esquissée en introduction avec la pratique soviétique, stalinienne plutôt, des fameux procès de Moscou à partir de 1936. Le pouvoir soviétique, la machine stalinienne est parvenue assez brillamment à organiser des procès-spectacles dont les images étaient à peu près montrables et qui ont eu un véritable succès politique. Ce qui est possible dans l'espace stalinien, dans le contexte stalinien, ne l'est pas dans le contexte de l'Allemagne du Troisième Reich. On le voit au début, en 1933. On le voit à nouveau à la fin, en 1944. Alors pourquoi ? Pour 1944, pour le procès de 1944, on peut dire à la défense de Freisler qu'il se trouve dans une situation particulière. Il n'est pas fou, Freisler. Il connaît la situation géostratégique et militaire. Il sait que les jours du Reich sont peut-être comptés. Et il en est d'autant plus fébrile, exalté, violent, exaspéré, enragé. Ce n'est pas le cas de Wilczynski en 1936, qui, lui, peut se projeter dans l'avenir indéfini et glorieux du stalinisme triomphant et qui peut mesurer en point d'indice et en année de retraite une carrière qui le fera engraisser et dormir tranquillement jusqu'à la fin de ses jours. Donc là, il y a une différence de contexte et de personnel. Pour ce qui est de 1933, du procès de 1933, eh bien en 1933, on l'a vu, à Leipzig particulièrement, s'exprime une longue tradition juridique et judiciaire. Ce sont des docteurs en droit qui sont procureurs et présidents. Ce sont des gens qui incarnent cet ethos juridique et judiciaire, cette culture juridique, cet ethos judiciaire propre à cet état de droit allemand célébré depuis la fin du règne de Frédéric II de Prusse. Cette tradition-là est inexistante en Russie.
même en 1917, justice tsariste est une vaste farce. Et quand bien même il y aurait eu une tradition juridique vénérable et honorable en Russie, eh bien, elle aurait été balayée par la purge opérée par les bolcheviks à partir de 1917. Là, la révolution de 1917 s'est faite sans compromis de ce point de vue-là. On a changé les cadres, on a changé les élites. Et donc vous avez, en 1936, presque 20 ans après la révolution de 17, des cadres bolcheviques parfaitement orthodoxes, Vitchinsky étant sociologiquement et culturellement un exemple presque caricatural de ces nouvelles élites bolcheviques qui ont intégré, incorporé, qui incarnent parfaitement les nouveaux principes du droit. Mais plus profondément, je pense qu'il y a, outre ces raisons accidentelles, si vous voulez, il y a des raisons plus essentielles au fait que les nazis échouent dans le prétoire, alors que les staliniens, au fond, peuvent y réussir. Plus profondément, il me semble que les nazis ont une culture politique précisément anti-politique. La cité, le débat, l'universalité, la contradiction, tout cela leur est non seulement étranger, mais parfaitement odieux. À leurs yeux, il n'est nul besoin de débattre, nul besoin de discuter, puisque les choses, l'ordre naturel, l'ordre social, tout cela est dicté évidemment et clairement par la nature législatrice, par la biologie. Un juif est un juif, un arien est un arien, une femme est inférieure à l'homme par nature, et les homosexuels sont des déviants par nature. Bref, tout cela est clairement établi par la nature, il n'y a pas à discuter. D'où la surabondance des métaphores médicales, biologiques, horticoles, arboricoles, bref, naturalisantes chez les nazis. Les criminels et les homosexuels, dit Himmler, j'ai rien contre eux, je fais comme un jardinier, avec des orties, je les arrache, je les mets en taille, je les brûle. Il n'y a aucune passion de mon point de vue, il n'y a aucun affect. C'est ce qu'on fait avec des orties, c'est tout. C'est parfaitement logique, évident et nécessaire, aussi nécessaire que les lois de la nature. Pour les nazis, il est très clair que les biologies sont fixes, les ontologies sont pérennes. On ne change pas, on ne s'éduque pas, on ne s'amende pas. Max Jacob, poète français, juif converti au catholicisme, la Gestapo est allée l'arrêter dans son couvent. La conversion n'a aucun sens, c'est un fait de culture. Naturellement, par nature, il reste juif. On ne change pas chez les nazis. D'où le fait que les nazis répudient au fond l'éducation, ça compte assez peu l'éducation, et répudient la justice comme espace de débat, de contradiction et d'amendement. Les procès, comme l'éducation, n'ont aucun sens dans un contexte nazi, aucun. Alors que chez les bolcheviks, ils ont un sens puisqu'il y a tout de même cette fiction ou ce postulat, ce discours en tout cas, qui est maintenu que les identités sont sociales et non pas biologiques, et que dès lors, on peut changer puisque l'on n'est pas enfermé dans sa nature. Alors que pour les nazis, les êtres sont enfermés dans une naissance. Aucun débat, aucune contradiction, aucun amendement, aucune correction n'est possible. Conséquence donc de tout cela, la culture bolchevique, de fait, est rompue à la dialectique et au débat, dialectique marxiste, dialectique historique et matérialiste, maîtrise rhétorique et polémique du langage qui caractérise bien les cadres et qui est porté à son sommet dans le cadre d'un prétoire, par exemple. Ce n'est pas le cas des nazis du tout, pour les raisons que je vous citais. Pas de contradiction, pas d'espace politique, pas de changement, pas de débat. Ces gens-là ne débattent jamais, jamais. Ils monologuent, ils pérorent, mais ils ne dialectisent pas, ils ne débattent pas. La preuve, dès qu'on leur apporte la contradiction dans l'espace d'un prétoire, Dimitrov face à Göring, c'est la débandade, c'est l'échec d'un grand nazi. Le mode d'expression nazi, c'est le monologue ininterrompu, complaisant du Führer ou de la nature. Et c'est pour cette raison que le prétoire leur est fatal. Je vous remercie.